premier auteur à ma gauche, Peter Watts, auteur canadien bien connu. Alors je ne sais pas si c'est véritablement la peine de vous le présenter. Les habitués des Utopiales ont tous lu les Visions aveugles, par exemple, l'œuvre la plus connue de Peter. Il y en a de nombreux autres. C'est aussi une personnalité très présente sur le net. On a récemment suivi ses aventures et ses aventures avec passion pendant quelques semaines. À côté de lui, Andreas Esbar, avec de nouveau mes excuses pour ma prononciation de l'allemand. Là encore, un auteur très bien connu, un auteur allemand qui parle français, qui parle anglais, donc on a un auteur polyglotte avec nous aujourd'hui. Presque un français aujourd'hui, je crois que tu passes beaucoup de temps dans la région. Vous avez probablement, la plupart d'entre vous ont lu Au moins des milliards de tapis de cheveux, qui est l'ouvrage le roman qu'il avait révélé il y a presque 10 ans maintenant, et nombreuses œuvres qui ont suivi. Et à côté de lui, Christophe Motondo, là qui n'est pas un auteur de science-fiction, pour changer un petit peu. Donc là on a une table ronde un peu hétérogène, du genre qu'on aime bien aux Utopiales, avec à la fois des auteurs, des créateurs de science-fiction, et un technicien, en l'occurrence, si j'ai bien compris, un ancien ingénieur du CEA qui a décidé de fonder une entreprise pour mettre en œuvre les recherches qu'il avait menées au CEA. Et donc cette entreprise c'est Datasoft, je crois. Datasoft, qui est en effet une start-up du CEA, on a été créé il y a 4 ans. Donc qui développe et qui commercialise des technologies de réalité virtuelle et de vision artificielle. Et donc je pense que le plus simple pour commencer, c'est de commencer par un rapide état des lieux, puisque nous avons un spécialiste dans le panel. Je propose de nous dire quelques mots sur ce qu'est pour toi la vision artificielle, ce que c'est pour toi la réalité virtuelle telle qu'elle est implémentée dans les entreprises effectives. Donc bonjour à tous, effectivement Datasoft, on est une société qui est spécialisée dans la réalité augmentée. Donc on n'adresse pas tous les métiers de la science-fiction, mais l'idée c'est de voir de quelle manière la réalité augmentée aujourd'hui pourrait être utile pour la réalisation de films de science-fiction. Donc je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est de définir qu'est-ce que la réalité augmentée. Souvent on se dit que c'est la capacité à incruster des images de synthèse dans des images vidéo. Et bien souvent, quand on dit ça, les gens répondent dans ce cas-là, qui veut la poudre Roger Rabbit, c'est la réalité augmentée. Donc oui et non, dans le sens où la promesse est remplie, il y a bien un mélange d'images de synthèse avec des images vidéo, mais la différence par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui en réalité augmentée, c'est que c'est pas interactif. Roger Rabbit, c'est un film où la personne est spectateur et on ne peut pas interagir, et pour lequel il y a beaucoup de post-production. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de la réalité augmentée, vous pouvez venir le voir sur le stand qu'on a avec le CEA, qui est temps réel, c'est-à-dire qu'on a une caméra avec un dispositif, et on peut filmer une scène, et en temps réel, en live, de manière interactive, voir l'incrustation de l'image de synthèse dans la réalité. Donc la question, c'est de savoir de quelle réalité on parle dans la réalité augmentée. Est-ce que c'est la réalité du spectateur? Et donc on parle du film qui a été fait en post-production, où là il y a la réalité augmentée. Mais dans ce cas-là, les outils ne vont pas être les mêmes que dans une réalité augmentée interactive. Puisqu'au fait, les contraintes ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on fait la réalité augmentée interactive, on a besoin de faire des calculs très rapides, plusieurs fois par seconde, pour faire une incrustation correcte. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'on est spécialiste de la réalité augmentée interactive, c'est pas tant la réalité du spectateur, c'est plus la réalité du studio de production. C'est-à-dire dans quelle mesure ces outils interactifs pourraient aider à réaliser des films de science-fiction. Donc je peux vous donner quelques exemples auxquels j'ai réfléchi, mais je ne suis pas un fan de science-fiction et puis je ne suis pas spécialiste du domaine. Mais par exemple, on pourrait imaginer que lors du montage, lors de la production, on affiche en temps réel les éléments virtuels, ce qui permettrait par exemple d'aider le caméraman à faire un cadrage. Je ne sais pas si ça a du sens, plutôt que de voir le résultat final en post-production. Est-ce que pour les acteurs, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir un retour immédiat pour pouvoir se positionner respectivement par rapport aux éléments virtuels du film de science-fiction? Est-ce que pour le metteur en scène, c'est important d'avoir un rendu interactif immédiat pour ensuite corriger et rectifier le tir en temps réel? Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions qu'on se pose. Aujourd'hui, nous, on a une technologie qui est capable, lorsqu'on filme une scène, d'incruster en temps réel ces éléments virtuels. Et la question, c'est est-ce que ça peut servir à quelque chose? Est-ce que
ça peut optimiser les temps de production, etc. Vous nous présentez des choses qui parlent en fait aux amateurs de science-fiction. Ce sont des choses avec lesquelles on a beaucoup joué dans la science-fiction. Un fantasme habituel, c'est sinon celui du savant fou, moins celui de l'ingénieur fou qui vient à ce type de recherche par le biais de ses lectures, par le biais de science-fiction. Vous ne pas être un fan de science-fiction, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui vous a amené dans la vraie vie à travailler sur ces sujets très futuristes? Écoutez, moi ce que j'aime bien dans l'informatique, la programmation en général, c'est le côté interactif, dans ce sens que c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, si vous voulez, il y a une liberté d'action qui contribue à l'immersion de la personne dans le monde virtuel et qui donc donne une sensation supplémentaire de réalité. Voilà. Et donc dans la réalité augmentée, interactive, ça prend tout son sens parce qu'on est vraiment immergé dans un monde qui est à la fois virtuel et réel et voilà, ça décuple un peu les possibles. D'ailleurs, je suis tenté de vous poser la question symétrique. Est-ce que l'existence d'entreprises de ce type, est-ce que les progrès technologiques qu'on voit apparaître quasi quotidiennement, en tout cas en rafale à relativement court terme ces temps-ci, sont pour vous en tant qu'auteur une source d'inspiration, ou est-ce que vous réfléchissez à des choses beaucoup plus futuristes et soit de spéculation beaucoup plus lointaine? I find it a little disquieting that the Sony Corporation has been quietly renewing a patent ever since, I think, 2000, 2001 for a technology to insert sensory images, bypass the sensory cables entirely and plant sensory impressions directly into the cortex by means of compressed ultrasound. They're selling it as a great gaming platform. And they are also talking about the incredible medical implications of, basically you don't have to wait for your eyeballs to register something. You simply have the data implanted in your brain. Because it's ultrasound, it's presumably non-sticky. The neurons bounce back afterwards. Nobody seems to be asking the question of, okay, given that a neuron is a neuron, and it fires pretty much the same way when it's in the motor strip as it does when it's in the visual cortex, as it does when it's in the parietal lobe or the frontal cortex. What's to stop this same technology from just edging a little bit to the right, and instead of planting an incredible Skyrim video sequence into our heads, planting a different political view, or an irrepressible desire to go out and buy a year's supply of a particular kind of bubble bath for dogs. There are elements to augmented reality that are subtle in this way, in the sense that we basically lose track or control of what it is we are perceiving or thinking. There are more gross examples. Carl Schrader wrote a novel, I believe it might have been Permanence, maybe it was one of his other ones, in which you couldn't look at anything legally. You couldn't look at anything without having the price tag and the copyright information superimposed over everything you looked at. So you couldn't look at a chair without knowing who had made it and how much it would cost and how much you would go to, how long you would go to jail for if you actually tried to copy this chair without permission. He wrote another novel called Lady of Mazes about consensual realities, in which you could literally be centimeters away from somebody and not perceive them because they lived in a different sort of perceptual sphere, and massive central programs that people can bump into one another. To some extent, this is already happening in the sense that we can all watch Fox News if we want and never watch MSNBC. We can surround ourselves only with that kind of information that we find politically palatable and ignore everything else. And when you cut out sort of the last sensory middleman and allow yourself to directly perceive these things without even the pretense of a news screen in front of you, I think we're in for some really interesting times. Vous nous parliez des dernières nouveautés de Sony. On a eu une table ronde sur la question tout à l'heure sur les interfaces entre le cerveau et la machine. Comment vous tenez-vous informé de ces choses-là? Vous suivez de très près les revues scientifiques, la documentation technique, ou c'est simplement au hasard de vos lectures que vous êtes conscient de ces évolutions qui peuvent amener toutes ces réflexions politiques, sociales et sur les risques qui peuvent induire pour l'humanité?
Well, I used to be an academic myself, so I had a certain amount of access to the gray literature, the tech literature. Now I still have friends in academia who are willing to get me past the firewalls of various universities, so pretty much any technical paper I want I can get my hands on. That said, I get most of my leads from, Wired and IO9 and the various papers, the National Enquirers of science journalism. And they generally don't give you the whole story, but they certainly give you a place to start. At the very least, they give you a link to a place where you can actually find the original source material. And you frequently find that these studies have been misrepresented in the popular press. But as long as you can actually go and look at the original studies, that's really, I still think that kind of journalism offers a lot more than it costs, because you can check up on it. As for the rest of it, as to my ability to perceive the subtle political machinations of it, that's just good old-fashioned science fiction paranoia. Andreas, je suis tenté de te poser la même question. There's a saying in science fiction that there is no subject in science fiction that Stanislav Lem has not written already a book about it, and this is the case also for augmented reality. It was a novel that's named Futurological Congress. I think it was written in the 70s or something, and there they don't do it with computers, they do it with drugs. You drug yourself, and everything is beautiful, and only if you fail to take in the right drugs, you suddenly become aware that the food on the table is already rotten, all the rooms stink, everything is in decay, and this is what comes to my mind, at least, if we think about such things like Google Glass for everybody, and a brain interface would even be worse because you can't put it off easily. We would be at the mercy of great networks of great companies who may exploit us, and if they can, they will, of course. They will create any world they would like us to be in for us, and we would simply lose our possibility to see what's there in the real life. We would even forget what real life means. And if we look back in another realm of maybe, let's say, wisdom, all the saints and masters, spiritual masters and so on of the centuries, they don't agree on much, but they agree on one point, and that is, it's good if we are able to see the world as it is, and by putting on Google glasses and adding price tags to everything we see, to adding layers and layers upon layers of additional information, we're moving in the other direction, away from wisdom. I think it's worth pointing out here, though, that we already don't see the world the way it is. We have a blind spot in the middle of our visual field, and we not only don't perceive what's in that blind spot, we don't perceive the existence of the blind spot. Vision does not so much work from the bottom up, in terms of we don't exactly see so much what's out there as what we see as a sort of a visual stimulus that triggers memories of things we've already seen. And those memories replay with edits to sort of bring them up to scratch from what we've got. There are studies out of various cognition labs where people will be looking right at pictures of buildings that pop in and out of existence, and they will not notice it. You can be carrying on a conversation with somebody and be momentarily distracted, and when you look back, there's a completely different person talking to you. 50-60% of the people in this study don't recognize that they're now talking to a different human being. There's a classic study out of the unintentional blindness out of the University of Chicago, I think their cognition lab,
where they basically have people watching people throwing balls around. And in the middle of this footage, a guy in a gorilla suit comes out, stands instead center stage, jumps up and down and waves at you and walks off the screen again. Hardly anybody ever notices the gorilla. So what I would really like your augmented tech to do is to fill in my blind spot and to fill in the 90% of my visual field, which I believe gives me high-res vision, but which in fact does not. What I would like to do is see the world the way it is, but our brains simply aren't built, even as it is, to parse objective reality. Our brains are survival engines, not truth detectors. Yes, I think this teaching of seeing the world as it is was not because Google glasses were too common in Buddha's time. So, of course, these old teachings, they're concerned about how we don't see the world out of greed, as it is, out of greed, out of all emotions that paint the world in a different direction and in different colors. So this was the reason. But actually, the question we have to ask is, do we want this? But I think that the basis of that question, I mean, given that we already don't see reality as it is, given that essentially reality is off the table for anything that parses input to a nerve, and if you really want to perceive the universe directly, become a paramecium or an amoeba or something that just has basic senses and no brain. The moment we have to start interpreting things through a nervous system, reality is kind of off the table. So the question, I guess, is, and I'm not saying this, I'm saying this in kind of a devil's advocate way. I'm not saying I approve of some of the things. I mean, I agree with many of your misgivings about augmented reality. But given that what we already see is not real, adding virtual overlays, adding tactical graphics and so on top, does that make the world less real? Or does it make the world more real in the sense that those overlays can actually show us things that are there, that our defective visual systems would not otherwise perceive? Christophe, est-ce que dans l'état actuel ou dans l'état des technologies prévisibles dans un futur proche, on peut imaginer des systèmes de réalité augmentée qui feraient le genre de choses qu'évoquait Peter, soit nous donner un avertissement sur le fait qu'un objet que nous regardons est copyrighté, soit pour nous dire qu'on est en train de louper le fait qu'un gorille est en train de nous faire coucou sur oui, enfin, tout à fait. Enfin, moi, ça dépasse un peu le domaine de ma société, mais on peut en parler quand même. Je pense qu'effectivement, on voit qu'une partie de la réalité. Je pense que nos sens sont limités en nombre. Ils sont aussi limités en domaine de fréquence.